une organisation publique devait réduire son budget, et très vite, quelle est la solution la plus simple? Couper du personnel. C'est ce qu'a fait le service des passeports au printemps 2025. Et jusque-là, franchement, je n'ai rien à redire. La contrainte était bien réelle. Sauf qu'il y a un mais. Le problème, ce n'est pas qu'on est coupé. C'est qui on a coupé. Des gens qu'on venait juste de recruter, de former, de payer pendant les mois de formation. On met beaucoup d'argent et d'énergie dans quelqu'un et on le remercie quelques mois plus tard. Bonjour, je m'appelle Vinny Quindor. J'ai vécu cette situation de l'intérieur comme agent de passeport. Et j'ai été coupé moi aussi. Mais je ne suis pas ici pour me plaindre. Ça, c'est du passé. J'ai déjà tourné la page. Je suis ici pour analyser ce qui s'est passé, comme étudier dans les cours de gestion. Parce que derrière mon histoire, il y a une vraie leçon pour toute organisation. Pour comprendre le problème, il faut d'abord savoir une chose. Devenir agent de passeport, ce n'est pas rien. On ne se présente pas un matin pour commencer à travailler l'après-midi. Il y a un vrai parcours. D'abord, il faut postuler. Et quand tu es retenu, il y a les examens à passer. Un test de langue, une enquête de sécurité faite par une compagnie privée. Tout ça pendant 2 à 3 mois. Ensuite seulement, on est embauché. Et là, commence un mois de formation payé dès le premier jour. Après ce mois, ce n'est pas fini. 10 semaines de suivi encadré par des formateurs et des accompagnateurs. C'est long avant de devenir vraiment utile sur le terrain. Pendant tout ce temps, l'organisation dépense. Elle paie des salaires, des formateurs, une enquête de sécurité. Elle investit énormément dans chaque personne avant même que cette personne ne traite son premier dossier toute seule. Et voilà le paradoxe. Au printemps 2025, dans un contexte de coupure budgétaire, cette même organisation a supprimé environ 800 postes au service des passeports partout au Canada. Ce chiffre, il ne vient pas de moi. Il vient d'un article de Radio-Canada publié en mai 2025. Donc, on a coupé à grande échelle des gens qu'on venait tout juste de former. Tout mon travail part de là. Et ça tient dans une seule question. Comment une organisation publique peut-elle réduire son personnel quand elle y est obligée sans jeter à la poubelle tout l'argent qu'elle vient de mettre dans le recrutement et la formation? C'est à cette question que je vais répondre tout au long de ce sujet. Voici mon cheminement. D'abord, je vous raconte ce qui s'est passé. Ensuite, j'essaie de comprendre pourquoi les gens ont agi comme ça. Puis, je pose un diagnostic. J'explique ce que dit la théorie. Et je termine par des solutions et ce qu'on peut en retenir. Commençons par le tout début. Ce qui s'est réellement passé. Avant de parler de coupure, je veux que vous mesuriez à quel point ces employés étaient qualifiés. Parce que l'organisation ne demandait pas n'importe quoi. Pour réussir la formation, il fallait au moins 80% de bonnes réponses. Et ensuite, pendant les 10 semaines de suivi, c'était encore plus dur. Il fallait traiter au moins 17 dossiers par jour
tous corrects. Et ça, sur 5 jours de suite, sans une seule erreur qui touche le fond du dossier. On parle d'un niveau proche de la perfection. C'était exigeant, parfois épuisant. Mais ça montre une chose. L'organisation traitait ces postes comme précieux. On ne demande pas la perfection à des gens qu'on juge remplaçables. Maintenant, plantons le décor. À l'hiver 2025, il y a eu un changement de gouvernement au Canada. Et en mars, un nouveau budget est voté. Je vais être honnête avec vous. Je n'étais pas dans la salle où les grandes décisions se prenaient. Je ne sais donc pas exactement sur quels critères et chiffres ils se sont basés. Mais ce qui est sûr, c'est que ce nouveau budget demandait des économies. Et couper des postes, c'est le moyen le plus rapide de faire des économies visibles. Et c'est là qu'arrive le moment clé de toute cette histoire. Un moment sur lequel je vais revenir plusieurs fois parce qu'il contient tout. Une réunion. En mai 2025, sur Teams, en visioconférence, toute l'équipe est convoquée. Déjà, la façon dont on nous convoque est étrange. Le courrier d'invitation, tout le monde ne l'a pas reçu. Certains sont au courant, d'autres non. Alors la rumeur circule avant même la réunion. On se doutait de quelque chose parce que d'autres ministères avaient déjà commencé à couper. On arrive donc à cette réunion, la boule au ventre, sans savoir vraiment. Et pendant cette réunion, l'annonce tombe. Il y a des coupures, beaucoup. Mon équipe, on était 12. On s'est retrouvés à 5. Puis, a été fusionné avec une autre équipe pour combler les vides. Et ce n'était pas fini. Quelques mois plus tard, une deuxième vague est passée et un collègue qui avait survécu à la première a été coupé à son tour. Restons dans cette même réunion Teams parce qu'il s'y passe quelque chose que je n'ai jamais oublié. Dans mon équipe, il y avait un collègue en poste depuis 3 ans, un très bon. Il traitait environ une vingtaine de dossiers par jour, bien plus que la moyenne. Le genre de personne solide sur qui on compte. Lui aussi faisait partie des coupures. Et devinez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fait la formation d'agent de passeport. Cette formation qui, quand moi je suis arrivé, était devenue obligatoire. 3 ans d'expérience effacée parce qu'une case n'était pas cochée. Alors en pleine réunion, devant tout le monde, il pose une question simple à la directrice générale. Sur quoi vous vous basez pour décider qui reste et qui part? La réponse est floue. Il insista calmement. Il veut juste comprendre. Et là, à court d'explications, la directrice finit par dire cette phrase. L'ordre vient d'en haut. Et c'est tout. Un employé de 3 ans, performant, qui demande simplement pourquoi et à qui on répond que la décision vient d'ailleurs, de plus haut, de quelqu'un qu'on ne verra jamais. Et il y avait quelqu'un d'autre dans cette réunion, quelqu'un dont je n'ai pas encore parlé, le syndicat. Il était là, présent, à cette même visioconférence. Il faut savoir une chose, chaque mois, on prélève automatiquement une cotisation sur notre paye pour le syndicat. C'est censé être notre protection, notre filet. Et pourtant, ce jour-là, devant ces coupures,
devant un collègue de 3 ans qu'on écarte pour une formation manquante, le syndicat n'a rien pu faire. Aucun levier. On payait pour être défendu et au moment où on en avait besoin, il n'y a rien eu. Alors, est-ce que c'est parce que nos contrats étaient temporaires? Je ne sais pas exactement. Mais le résultat, lui, était clair. Personne n'a été défendu. Prenons un peu de hauteur. Qui est touché dans toute cette histoire? Il y a bien sûr les employés, comme ce collègue de 3 ans, ou comme moi. Il y a aussi la direction qui applique une décision venue d'en haut. Mais il y a un troisième groupe qu'on oublie souvent. Vous, nous tous, les contribuables. Parce qu'au fond, un employé du gouvernement, il est payé avec l'argent public, l'argent de nos impôts. Donc, quand on recrute quelqu'un, qu'on l'enquête, qu'on le forme pendant des mois et qu'on le jette ensuite, ce n'est pas juste l'argent de l'organisation qu'on gaspille. C'est le nôtre, à tous. Et il y a un dernier détail, peut-être le plus parlant de tous. Après l'annonce, on nous a donné un mois de préavis avant de partir, ce qui est normal. Sauf que pendant ce mois, quelque chose d'étrange se passe. On doit venir travailler. Notre présence est obligatoire. Mais notre travail, lui, n'est plus regardé, n'est plus évalué. Qu'on traite des dossiers ou qu'on reste assis à tourner le pouce, ça ne change rien. Prenez un instant pour y penser. Pendant un mois entier, l'organisation paie des employés qualifiés, formés à grands frais pour ne rien produire. On ne se contente pas de jeter l'investissement. On continue de payer en pure perte jusqu'au dernier jour. Bon, on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, la vraie question, pourquoi? Pourquoi la direction a fait ça de cette façon? Je n'ai pas la réponse officiellement. Mais en observant de l'intérieur, j'ai quelques pistes. D'abord, la direction a choisi la solution la plus rapide. Couper les employés récents. Avec des contrats temporaires, c'est simple. Ce sont eux qui ont le moins de protection. On les laisse partir sans grande difficulté. C'est plus rapide que de chercher des solutions plus fines. Et la phrase de la directrice « L'ordre vient d'en haut » montre bien qu'elle-même ne faisait qu'appliquer une consigne. Elle n'était pas la vraie décideuse. Maintenant, je vais vous partager 3 idées. Ce sont des hypothèses, pas des certitudes. Je le dis clairement parce que je n'étais pas dans la salle des décisions. La première idée, on a justifié les coupures par une baisse prévue de la demande de passeport. C'est-à-dire, moins de gens demanderaient un passeport. Donc, moins de besoin d'agents. Ça se tient sur le papier. Mais je me pose une question. Est-ce que cette prévision a bien regardé vers l'avenir? Parce qu'il y a un chiffre qu'on ne peut pas ignorer. En 2022, le Canada a accueilli plus de 374 000 nouveaux citoyens. C'est près de 50% de plus qu'en 2019. Et un nouveau citoyen, qu'est-ce qu'il fait très souvent? Juste après, il demande son premier passeport. Je vais vous parler de moi comme exemple. Je suis arrivé au Canada en 2019. J'ai obtenu ma citoyenneté en 2024. Et mon passeport 2 mois plus tard.
Pourquoi si vite? Parce qu'un immigrant a déjà l'habitude de voyager. Il en a au moins fait un, celui qui l'a amené ici. Et parce que le passeport canadien ouvre beaucoup de portes ailleurs dans le monde. Moins de contraintes de visa. C'est une priorité. Je ne suis pas un cas isolé. Autour de moi, beaucoup de nouveaux citoyens font pareil. Alors, quand on prévoit une baisse de la demande, en se basant surtout sur les chiffres du passé, on risque d'oublier toutes ces personnes qui vont bientôt cogner à la porte pour un premier passeport. Ma deuxième idée, ceux qui décident sont peut-être trop loin du terrain, loin des bureaux, loin des agents. Ils ne voient pas forcément ce que coûte vraiment la formation d'une seule personne, ni le lien entre le service d'immigration et les futurs passeports. Quand on décide d'euros, sans voir le terrain, on peut passer à côté de choses évidentes pour ceux qui y travaillent. Ma troisième idée, dans la fonction publique, les gestionnaires changent souvent de ministère au fil de leur carrière. C'est bien pour eux, mais ça veut dire qu'ils restent rarement assez longtemps au même endroit pour vraiment connaître les réalités d'un service. Un gestionnaire de passage pense souvent à court terme. Encore une fois, c'est une hypothèse de ma part. Du côté des employés, qu'est-ce qui s'est passé? Surtout dans leur tête. Il y a eu un sentiment de trahison. Le mot n'est pas trop fort, mais c'est l'idée. Ces gens avaient tout donné. Ils avaient accepté une pression énorme. La quasi-perfection exigée en échange d'une chose simple, un peu de stabilité, un emploi. Et perdre son emploi, ce n'est pas rien. C'est perdre sa sécurité de base, celle qui te permet de vivre. Quand on coupe brutalement comme ça, sans expliquer, on brise cette confiance. Et pas seulement chez ceux qui partent, chez ceux qui restent aussi, puisqu'ils se disent, demain, ce serait peut-être moi. Mettons tout ça en ordre, avec un outil connu en gestion. Le tableau des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Ça nous permettra de voir clair. Les forces de l'organisation, c'est un personnel très qualifié, une sélection sérieuse et une mission claire au service des citoyens. Ces faiblesses, il n'y a aucun plan pour gérer une réduction, une décision basée sur une case administrative plutôt que sur la vraie valeur des gens, une communication ratée. Les opportunités qu'elle avait, elle pouvait réduire autrement, en douceur, ou replacer les employés ailleurs. Les menaces, il y a la contrainte du budget, bien sûr, mais aussi le gaspillage d'argent public et la perte de confiance de tout le personnel. Mais s'il y a une chose à retenir de tout ce diagnostic, la voici. Le vrai problème, ce n'est pas d'avoir coupé. C'est l'ordre dans lequel les choses ont été faites. Et les dates vont parler toutes seules. En octobre 2024, on recrute et on forme des gens. En février 2025, on leur fait signer des contrats d'1 an. Et en mai 2025, c'est-à-dire 3 mois plus tard, on les coupe. Vous voyez le problème? On signe des contrats d'1 an et 3 mois après, on licencie. Ça veut dire une chose parmi deux. Soit l'organisation ne savait pas en février que les coupures arrivaient, et là, c'est un problème de planification. La main gauche ignore ce que fait la main droite. Soit elle le savait
Et elle a quand même fait signer des contrats d'1 an. Et là, c'est un véritable problème d'honnêteté. Dans les deux cas, ça montre que les choses ont été mal pensées. Pour faire une analyse de tout ça, sérieusement, je m'appuie sur le manuel du cours, celui de Gosselin et ses collègues. Et sur 4 idées sur lesquelles je vais développer. La première idée, le coût du roulement. En clair, quand un employé formé s'en va, on sait tous que tout l'argent mis dans sa formation part avec lui. Et il faut tout recommencer avec la nouvelle personne qu'on engagera. La deuxième idée, le contrat psychologique. C'est un accord invisible entre l'employé et son employeur. L'employé se dit, je donne beaucoup et en échange, on me garde. Et quand l'employeur coupe brutalement, il brise cet accord invisible. Et les gens ne s'investissent plus pareil après ça. La troisième, la justice dans les décisions. Une décision difficile passe toujours mieux quand elle est expliquée clairement. Ici, ça a été l'inverse. Des critères flous. L'ordre vient d'en haut. Ça donne un sentiment d'injustice. La quatrième, la communication du changement. Une nouvelle aussi grave, annoncée par une réunion Teams où l'invitation n'arrive pas à tout le monde, avec des rumeurs avant et aucune vraie explication. C'est une communication ratée qui augmente le stress au lieu de le calmer. On a vu le problème sous toutes ses coutures. Maintenant, la partie utile, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Pour ma part, je vois 3 solutions. Toutes meilleures que la coupe brutale. La première, au lieu de couper les nouveaux, attendre les départs naturels. Les gens qui partent à la retraite, les retraites anticipées, ceux qui veulent partir d'eux-mêmes. On réduit doucement, sans jeter l'investissement. C'est plus lent, oui. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à partir. Mais tenez-vous bien. C'est exactement ce que l'organisation a fini par faire quelques mois plus tard. Des départs à la retraite encouragés, des retours aux études payés. Les bonnes solutions existaient donc. Elles sont juste arrivées après la casse. La deuxième solution, mieux planifier dans le temps. Regardez le calendrier du budget avant de recruter pour ne pas embaucher des gens juste avant de devoir les couper. La troisième, replacer les employés déjà formés dans d'autres services qui ont des besoins de monde au lieu de les mettre à la porte. Pour choisir entre ces solutions, je vais utiliser un petit tableau de comparaison. Je note chaque solution sur des critères importants. Est-ce qu'elle préserve l'argent investi? Est-ce qu'elle est réalisable? Est-ce qu'elle est juste envers les gens? Combien elle coûte? Et son effet sur la confiance. Et quand on compare honnêtement, une réponse ressort. La meilleure option, c'est de combiner les 3. Ma décision donc, la voici. On réduit d'abord par les départs naturels et volontaires. On étale les coupures dans le temps au bon moment et on replace un maximum de gens ailleurs. Cette combinaison respecte la contrainte du budget tout en gardant l'investissement et la confiance. Est-ce parfait? Non, c'est plus lent et certains départs restent inévitables. Mais au moins, on ne détruit pas tout ce qu'on vient de bâtir.
De cette décision, je tire 3 conseils concrets. Le premier, que les ressources humaines et les finances se parlent pour ne plus jamais embaucher des gens quelques mois avant de les couper. Le deuxième, décider qui part selon la vraie valeur et les besoins réels, pas selon une simple case administrative comme une formation manquante ou comme un nouveau recrue. Et le troisième, expliquer clairement les décisions difficiles. Une coupure fait mal, mais elle fait moins mal quand elle est expliquée et elle garde la confiance de ceux qui restent. Concrètement, qui fait quoi? La direction approuve, les ressources humaines pilotent, les finances sont consultées et les employés sont tenus au courant et écoutés. Pour le calendrier, la communication, c'est tout de suite, pas dans 3 mois. La coordination entre RH et budget, c'est un peu plus long. On l'étale sur l'année. Bien sûr, ma solution n'est pas magique. Elle a de bons côtés. On garde des gens formés, on garde leur confiance, on gaspille moins l'argent public. Mais il faut être honnête, elle a aussi ses limites. Les économies arrivent plus lentement. Et certains gestionnaires n'aiment pas changer leurs habitudes. Alors, il faudrait bien expliquer les choix. Sinon, on recrée un sentiment d'injustice. Aucune solution n'est parfaite, mais certaines sont bien meilleures que d'autres. Alors, revenons à ma question de départ. Comment réduire sans gaspiller? Voici ce que je retiens. Dans cette histoire, le problème n'a jamais été le manque de solutions. Le problème, c'est l'ordre dans lequel les solutions ont été appliquées. On a coupé d'abord et on a réfléchi ensuite. Et la preuve, elle est là. Quelques mois plus tard, l'organisation a elle-même sorti les bonnes solutions. Les départs anticipés à la retraite, les retours aux études. Ces idées existaient depuis le début. Elles sont juste arrivées trop tard, après qu'on ait jeté des gens qu'on venait de former. La leçon vaut pour n'importe quelle organisation. Quand on est obligé de couper, on peut le faire intelligemment. On peut respecter en même temps le budget, les employés et l'argent public. À une condition, prendre le temps de réfléchir avant, au lieu de foncer. Couper, parfois, c'est nécessaire. Mais couper sans compter ce qu'on a déjà mis dans ses employés, ce n'est plus une économie, c'est du gaspillage. Et ça, aucune organisation, surtout quand elle vit de l'argent public, ne devrait se le permettre. Merci de m'avoir écouté.